Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le site des anciens hauts fourneaux de Hagondange, en Lorraine. Et ce site industriel à l'abandon, il illustre la fin d'une société, la fin de la société industrielle. Oui, une autre société va naître. Et cette société, cette transformation de la société, elle comporte des enjeux considérables. Ces bâtiments en ruine, ces bâtiments vides, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés. 50 000 en moins de 15 ans, rien que dans cette région lorraine. Ce sont des femmes et des hommes de 45, de 50 ans, c'est-à-dire d'âge mûr, c'est-à-dire l'âge où l'on trouve plus difficilement un employeur, l'âge où l'on recommence plus difficilement une formation. Ces femmes et ces hommes sont aujourd'hui dans la détresse. Notre société est-elle capable de développer une solidarité qui permette à ces femmes et à ces hommes d'avoir les moyens d'exister? Oui, la solidarité, c'est l'un des enjeux de cette société en mutation. Solidarité aussi vis-à-vis de ces régions qui se vident parce qu'elles perdent ces grands bassins industriels. L'autre enjeu de cette société en mutation, ce sont tous les dangers qui menacent aujourd'hui la planète. Par exemple, l'ozone. Autour de la Terre, il y a une couverture d'ozone. Cette couverture, elle agit pour nous protéger des rayons ultraviolets du Soleil qui pourraient être nocifs pour notre organisme. On s'est rendu compte il y a quelques années que cette couverture était trouée en plusieurs endroits du globe. D'où viennent ces trous? Ils sont liés essentiellement à l'accumulation de gaz, ce qu'on appelle des CFC, des gaz qui sont employés dans ce type de bombes aérosols que nous utilisons fréquemment pour toutes sortes d'emplois. Ces gaz montent dans la haute atmosphère et là-haut, ils se concentrent. Et ce sont eux qui provoquent ces trous dans la couche d'ozone. Les conséquences? Eh bien, au moins deux conséquences qui pourraient être dramatiques pour nous. Premièrement, des modifications climatiques sur notre globe. Et deuxièmement, puisque ces rayons ultraviolets du Soleil ne sont plus filtrés par la couche d'ozone, nous pourrions avoir une augmentation du nombre de cancers de la peau. Alors, que faire? Eh bien, les scientifiques américains et allemands ont trouvé que l'on pourrait employer d'autres types de gaz dans les aérosols. Ils les ont mis en pratique. Seulement, il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Récemment, à la conférence de Montréal, il y a eu une prise de conscience des différents pays de la communauté mondiale, mais la France est encore l'un des derniers pays à vouloir refuser d'employer ces nouveaux types de gaz dans les bombes. Autre enjeu, l'explosion démographique mondiale. La population du globe s'accroît de 83 millions de personnes chaque année. Et cela signifie 24 000 hectares de forêt en moins chaque jour. Si nous voulons résoudre le problème de la démographie mondiale, il faut gagner le pari du développement des pays pauvres. Avec nous, depuis 14 ans, René Dumont témoigne. Est-ce que le problème aujourd'hui, le problème crucial, c'est le problème de la démographie dans les pays du tiers-monde? C'est le problème de la démographie qui est contrôlé seulement en Égypte, en Chine et en Extrême-Orient, qui est mal contrôlé dans l'Inde et dans l'Asie du Sud, et qui ne l'est pas du tout en Afrique. Et c'est tout le continent africain qui a 3% d'augmentation annuelle de la population. Parce qu'en plus, naturellement, le continent africain, surendetté, voit les prix de ses matières premières s'effondrer et s'endetter à un point qu'il ne peut plus rembourser les intérêts. Donc, deux responsabilités essentielles. D'une part, la démographie, d'autre part, le pillage du tiers-monde, à qui nous achetons... Ça, c'est notre responsabilité à nous. C'est notre responsabilité. À qui nous achetons, par exemple, le minerai de fer de Mauritanie, qui a remplacé le minerai de fer qu'on extrayait autrefois en Lorraine. Il reste 1 milliard de tonnes de minettes sur le Lorrain, mais ça nous coûte moins cher d'aller le chercher en Mauritanie. Et la Mauritanie ne reçoit pour le prix de son minerai que des sommes tout à fait insuffisantes. Alors, nous occidentaux, pour cet an 2000 qui arrive, que pouvons-nous faire pour le tiers-monde? Quel acte de solidarité? Eh bien, d'abord, supprimer l'endettement. On ruine le tiers-monde, et cette ruine du tiers-monde ne sera pas sans répercussion sur nous.
Il ne faut pas oublier que le commerce extérieur de la France, déficitaire sur tous les terrains, n'est bénéficiaire que du côté du tiers-monde. La ruine du tiers-monde aura en France des répercussions énormes, l'augmentation du chômage, l'augmentation du déficit extérieur. Est-ce que vivre l'écologie aujourd'hui en France, c'est aussi une manière d'avoir des rapports différents avec le tiers-monde? C'est évidemment comprendre que la menace sur l'environnement est plus grave encore dans le tiers-monde que chez nous. Et justement, tout à l'heure on parlait de la démographie, il y a une liaison entre la démographie et la banqueroute de l'environnement. C'est le titre d'un livre de Lloyd Timberlake, La banqueroute de l'environnement en Afrique, et elle est générale dans le tiers-monde. Ils sont trop nombreux. Alors évidemment, en présence de cette situation, il y a un autre phénomène que celui du pillage de tiers-monde par nous. Il y a l'exploitation dans l'ensemble du tiers-monde des campagnes par les villes qui aboutit à une sururbanisation délirante. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit une ville comme Mexico, dont la population se multiplie par 12 en un demi-siècle. Et ça va à quoi? Ça va au bidonville, ça va à ce que Bernard Granatier a appelé la planète des bidonvilles, qui est une situation dont Elder Camara a appelé une condition infra-humaine, sous-humaine. Antoine Bechter, est-ce qu'on a véritablement voulu aller dans cette direction? Je ne le crois pas. En fait, une société aussi complexe que la nôtre ne peut qu'avoir une démocratie performante. Car sans une démocratie performante, eh bien, les personnes qui constituent cette société ne peuvent pas exprimer réellement leurs aspirations. Alors, eh bien, cette société, effectivement, elle aboutit dans ce type de situation. En France, actuellement, d'après vous, il n'y a pas suffisamment de démocratie? Non, la démocratie française est une démocratie très archaïque, par rapport notamment au système que l'on connaît en Suisse, en Allemagne ou en Autriche. Est-ce que nous avons la possibilité de déterminer, par exemple, le permis de construire qui va défigurer notre village ou notre quartier? Est-ce que nous avons la possibilité de déterminer la construction de la centrale nucléaire, de la refuser ou de l'accepter, alors qu'on nous l'impose habituellement? Est-ce qu'on a demandé notre avis lorsque, par exemple, l'on a décidé de voter la loi de programmation militaire? Non. En réalité, la démocratie en France, elle a vraiment beaucoup de progrès à faire. Pourtant, on a tendance à dire que la régionalisation ou les enquêtes publiques ont donné quand même un effort important en matière de démocratisation. La décentralisation qui a été réalisée en 1983, elle a surtout pris le risque de créer des féodalités locales. Mais la décentralisation, c'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin. Aller plus loin, cela veut dire introduire dans cette procédure le citoyen et la citoyenne. C'est le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de nous, en réunissant un nombre de signatures suffisant, d'obliger à l'organisation d'un référendum. Et le résultat de ce référendum s'imposera. Cela veut dire aussi donner les moyens de l'information, car il ne suffit pas d'avoir la possibilité de voter si on n'a pas la possibilité de débattre, c'est-à-dire de diffuser l'information sur un thème donné. Et puis, il faut aussi que les associations qui sont le relais entre la population et les autorités élues, eh bien, que les associations aient des moyens pour animer cette démocratie. Dernièrement, il y a aussi l'affaire du pont de l'île de Ré. On en a beaucoup parlé et le pont existe, le pont est construit maintenant. Qu'en pensez-vous? Oui, eh bien, l'histoire du pont de Ré illustre assez bien un autre aspect, justement, de notre système. Dans le cas du pont de Ré, une décision de justice a été prise. Cette décision disait que le permis de construire était illégal, que l'enquête, que la déclaration d'utilité publique était illégale. Et le pont s'est tout de même construit. Cela montre bien qu'il faut également réformer la justice administrative, de faire en sorte que les décisions de justice deviennent réalité sur le terrain. On a encore eu un autre cas récemment, une ligne électrique, par exemple, qui, malgré la décision du tribunal, s'est faite en toute illégalité par Électricité de France. Eh bien, nous allons retrouver maintenant Marc Jolivet pour une note d'humour et de poésie. Voter est un acte grave et sérieux. C'est pourquoi nous allons répéter. Dimanche matin, levez-vous. Oui, parce que si vous ne vous levez pas, vous ne pourrez pas aller voter. Sauf si vous votez au lit. Bon.
Tiens, chérie, voilà ton petit déjeuner. Tout est sur le plateau. Ta petite confiture, tes petits toasts, ta petite urne avec tes petits bulletins. Oh, j'ai oublié la serviette pour faire le petit isoloir. Oh. Bon, mais ça, c'est rare. Donc, on se lève et on reste à jeun, pas la ville. Non, non, on ne mange pas, rien. Non, même un petit. Non, rien, comme l'Éthiopie, d'accord? Bien. Ensuite, on sait pour qui on va voter, alors on se concentre. Je sais pour qui je vais voter, je sais pour qui je vais voter. Et pour vous en imprégner, vous regardez les étiquettes de ce que mangent les autres. Conservateurs, d'air. Émulsifiant, d'air, colorant, poids, caca. Démocratie, ah, bravo, ça motive. À jeun, on ne parle à personne, ni à sa famille, ni à ses voisins. Et attention, ils vont essayer de vous déconcentrer. Mais vous, vous restez de marbre. Le marbre, c'est sain et c'est naturel. Mangez du marbre. Dehors, vous respirez l'air pollué, les rivières polluées, les pluies acides. Vous êtes mûrs. Vous rentrez dans l'isoloir, munis de vos bulletins. Et là, c'est très fort. Vous ne vous isolez pas. Non. Vous êtes à jeun, vous n'avez parlé à personne, et c'est fini la solitude. Vous ouvrez le rideau en grand, et vous explosez. Oui, je vote écologiste. Je vote Antoine Wechter, pas Boris Wechter. Oui, attention, ni Elisabeth Wechter. Hein. Ah non, non, méfiez-vous des imitations. Hein. Ah, ça fait du bien. Je prends mon bulletin, je le mets dans l'enveloppe et je vote non, je vote P. Oh, je m'en veux. Voter, c'est grave et c'est sérieux. Je n'ai pas assez répété, on reprend au début. Jusqu'à dimanche, répétez tous les matins. Munissez-vous d'un grille-pain qui remplace l'urne et de toasts qui remplacent les bulletins. Attention, 9 toasts pour 9 candidats. Excusez-les, ils ont... Bien, prenez le bon bulletin. Ne le mettez pas en travers. Ne tentez pas de le récupérer avec vos doigts, car vous ne récupéreriez ni le bulletin, ni les doigts. Bravo, c'est bien voté. Mon conseil, prenez du pain diététique. Hop. Votez écologiste et mangez du marbre. Chloé, quelle est la maman qui ne s'est jamais posé la question pour savoir quel est l'avenir qu'on apporte à ces petits-enfants, à ces petits bouts de chou? Est-ce que nous allons vivre dans ce monde de pollution? Est-ce que c'est vous qui allez être les héritiers de ce que nous n'aurons pas osé faire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu aies la possibilité de choisir ton avenir, que tu vives dans une société où tu te sentes bien, que tu aies des amis de toutes les races en pleine solidarité et que tu aies comme moi l'occasion de connaître de beaux paysages, des rivières propres. Nous devons sortir de ce monde de violence et c'est qu'avec la bombe, ils sont même capables de faire sauter la planète par erreur. Mais tous ensemble, si nous le décidons, nous pouvons te préparer ce monde. Le 3e millénaire, c'est dans 12 ans. Mais ce sont les décisions d'aujourd'hui qui déterminent le visage de l'an 2000. Est-ce que vous avez vraiment l'impression aujourd'hui que les candidats qui prétendent entrer à l'Élysée le 8 mai prennent en compte ces réalités, prennent en compte les enjeux que nous venons d'évoquer? Ils sont enfermés dans leurs querelles politiciennes. Et ces querelles politiciennes les enferment dans les 7 années à venir. Si vous voulez que notre société soit capable de répondre à l'exclusion sociale et au chômage par la solidarité, si vous voulez que nous réussissions le pari du développement des pays pauvres, enjeu essentiel pour la paix, mais aussi pour maîtriser la démographie mondiale, si vous voulez qu'il y ait dans ce pays une véritable politique de l'environnement, si vous voulez enfin participer aux décisions qui font votre quotidien, mais déterminent votre avenir, alors songez-y, c'est au premier tour qu'il faut l'exprimer. C'est au premier tour qu'il faut dire ce que vous souhaitez. Vous le savez bien, les écologistes ne peuvent rien sans vous. Alors, ne l'oubliez pas, le 24 avril.